Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce CQFR du samedi, celui où on répond à toutes vos questions. Shai les a sélectionnés pour nous. Théo est à mes côtés, on va y répondre tous les trois. Shai, je te passe tout de suite la parole. Merci Antoine. On attaque tout de suite une question d'Olympicolo. J'ai bien aimé le pseudo. Suite à une blessure, la saison de Bilal Koulibaly vient malheureusement de prendre fin. Quel bilan faites-vous de cette deuxième saison de Bilal en NBA? Pensiez-vous qu'elle serait meilleure, moins bonne? Et quels doivent être ses objectifs pour la troisième saison? Enfin, à quel joueur actuel le voyez-vous ressembler lorsqu'il sera à son prime? Voilà, question très Bilal Koulibalyenne. Déjà, c'est dommage pour lui. Et ça fait 2 ans de suite, si je me trompe pas, sa première saison aussi, elle avait été un peu écourtée. Donc ça, c'est dommage. Après, moi, j'ai l'impression qu'il a fait une saison vraiment satisfaisante pour une deuxième saison. Dans le cadre qui est celui des Wizards, qui est un peu voilà, compliqué, c'est pas le plus simple. En même temps, c'était bien l'important, c'était avant tout qu'il soit sur le terrain, je pense, qu'il ait du temps de jeu. Les performances un peu inconstantes, c'est normal, je pense, pour un joueur de cet âge-là. Faut rappeler son âge. Faut rappeler qu'il y a 2 ans, c'était un role player en Betclic Elite. Donc, c'est pas... Enfin, je dis ça avec beaucoup de respect. Donc, non, moi, je pense que c'est une bonne saison. Il a montré plus de choses balle en main aussi, voilà, au scoring, c'est par rapport à la question sur ce qu'il doit développer, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'il se montre, qu'il peut être plus simplement juste un défenseur qui va faire les tâches obscures et qu'il puisse saisir les opportunités quand elles se présentent, mais j'ai l'impression que globalement, il l'a plutôt fait. Ouais, moi, la progression balle en main, c'est vraiment celle que je trouve la plus intéressante parce que c'est le point clé, comme tu l'as dit, notamment je dirais même pour vraiment rester en NBA, en fait, sur le long terme. Là, on se doute que sur les 4-5 prochaines années, Bilal Koulibaly sera en NBA, mais je pense qu'à un moment, pour pas disparaître, il faut que tu montres que tu as plusieurs flèches à ton arc, cordes à ton arc. Corde à ton arc. Corde à ton arc. J'ai remixé, ça faisait longtemps que je Flèche n'avais dans pas ton remixé carquois, l'expression. si tu veux continuer sur les sports qui jouent en forêt. Et ça, du coup, je pense que c'était quand même un truc majeur. Il est à plus de 3 passes par match, je pense, cette saison, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est solide. Le scoring a augmenté. Je pense aussi que c'est une saison assez satisfaisante, du coup, pour Bilal Koulibaly. Je pense que les Wizards seront assez contents. Pour le joueur qui peut devenir dans le futur, c'est un peu plus difficile. J'ai commencé à penser à Lou Wensdort, mais ça irait pas du tout avec ce que je viens de dire sur la création et sur ce que Bilal peut faire balle en main. Il y a aussi un monde où les joueurs, un espèce d'Oji Anunoby, peut-être moins bon shooter, mais meilleur balle en main, meilleur à la création. Voilà, je sais pas, c'est les premiers profils qui me viennent en tête, mais j'ai du mal à trouver un joueur là, paradoxalement comme ça. Je sais pas si t'en avais un, Théo. Moi, je pense à un, mais bon, alors, je suis pas sûr que Bilal ait vraiment le potentiel pour devenir ce joueur-là, mais une version de ce joueur-là, peut-être moins talentueuse dans la création, c'est peut-être un André Iguodala. Capable de faire un peu tout bien, très bon défenseur, pouvoir créer un peu pour les autres, pouvoir mettre suffisamment de points pour être respecté, mais sans être une option principale en attaque d'équipe importante. Donc je suis pas sûr quand même que Bilal, en toute honnêteté, ait le talent offensif qui était celui d'André Iguodala, mais voilà une version... je sais pas comment dire, une version B ou B- de Iguodala, je me dis que ce serait peut-être ça. Moi, j'avais adoré son début de saison. Il avait un peu une tronche de MIP, je trouve. Il y avait sur les premières semaines, il marquait beaucoup. Ça faisait un peu, tout en gardant l'énergie défensive qu'il avait la saison dernière et qui a fait qu'on était hyper impressionnés. Ça faisait un peu le gars qui découvre qu'il a des pouvoirs offensifs, qui peut peut-être les montrer en NBA. Puis après, ça a un peu craché à 3 points notamment. Et il y avait des problématiques qui étaient propres aux Wizards. Kuzma Poole, tout ça, c'est pas facile. C'était pas très fonctionnel comme effectif. Mais donc, quelque part, j'ai été un peu déçu de voir que la saison redevenait un peu anecdotique, un peu banale. Mais finalement, dans les matchs en eux-mêmes, il y avait de la progression sur tout ce que vous avez évoqué. Donc, je pense que ma déception, ce que je trouvais décevant, en fait, est très justifiable par le fait qu'il joue aux Washington Wizards, malheureusement, dans un effectif un peu compliqué. Mais je reste très optimiste pour Bilal pour la suite, personnellement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que manifestement, les Wizards ont vraiment envie quand même de le développer. Il a eu du temps de jeu. C'est un truc qui est peut-être... Ça pourrait être anecdotique, mais il est souvent mis en avant sur les réseaux sociaux du club. Alors, parce qu'il fait les actions d'éclat, mais c'est aussi qu'il a la volonté de le montrer. Et tu sens que... Ouais, je pense que Washington mise sur lui, vraiment.
Question vestimentaire et coaching dans la foulée de David. Deux choses qui vont ensemble. C'est simple, donc avec Théo en plus, coach émérite, il aura un point de vue sur la question. Êtes-vous plutôt coach costard-cravate avec plus 10 points d'aura avec les veuches gominées de Pat Riley, coach survette zippé jusqu'au pli de la peau du goitre à la Tom Thibodeau ou autre? Et précisez si vous choisissez autre. Théo, quel est ton style de coach quand toi tu coaches? Et Antoine, si tu étais coach à haut niveau, comment tu te saperais? Moi, je peux dire que je trouve DJ Redick élégant. J'aime bien ce style-là, on va dire, de coach. Je m'habillerais un peu comme ça. Hybride. Moi, j'aime bien aussi le flow des coachs depuis la bulle. Hein, c'est ça, je pense, avec des tenues un petit peu sportswear. Alors, pas forcément le jogging, c'est pas forcément ce qui va le mieux au coach non plus. Les costards, c'est pas mon truc. Donc moi, j'aime bien effectivement les JJ Redick. Il y en a d'autres, tu vois, même je sais plus qui d'autres. Marc Daigneault, peut-être. Enfin, c'est peut-être un petit peu moins classe, mais voilà, c'est très sobre. Pour le coup, moi, pour la question qui était posée me concernant, moi, j'ai un sweat à capuche noir. Alors, c'est pas celui-ci, mais du club, et je porte ça, moi, pour les matchs. Et quand l'équipe déjoue, tu mets la capuche ou pas? Genre pour faire un peu guerrier site. Hoodie Théo? Non, ça va, je mets pas. Hoodie Théo. non, je mets pas la capuche quand même. Moi, j'admire les mecs. Bien, Hoodie Théo. Ouais, ça j'avoue. Moi, j'admire les mecs qui sont en costard, qui font super bien, qui portent très bien le costard en fait. Les coachs, c'est vrai qu'il y a une forme d'autorité qui se dégage là. Tu vois les Pat Riley et tout à l'époque. Par contre, moi, je serais infoutu. Je ne porte non plus pas très bien le costard. Comme tous les mecs d'1m73 un peu trapus, ça ne voit pas bien. Donc, je serais en mode décontracte comme au quotidien, je pense. Mais par contre, à niveau amateur, un coach qui porte un costard, notamment si le niveau amateur est assez bas. Non, là, je suis désolé, mais je suis obligé de taper une barre, quoi. Genre, what the fuck. C'est arrivé une fois, ça m'est arrivé une fois, mais bon, le mec sortait du taf, donc ça va, quoi. Normal. C'est parce qu'au début, on s'est dit, mais c'est ouf, il vient coacher en costard. En fait, non, c'est parce qu'il sortait du taf, donc. Question suivante, question de Luc. Ma question de la semaine concerne l'intérêt des récompenses attribuées sur la saison régulière. J'ai du mal à comprendre l'engouement autour de distinctions comme le MVP qui ne prennent en compte que cette partie de la saison, alors qu'on peut ensuite observer les performances des lauréats dans des moments clés, notamment en play-off. Ne serait-il pas plus pertinent de récompenser seulement les joueurs sur l'ensemble de la saison, play-off inclus? Peut-être que mon point de vue est biaisé, car j'ai aussi beaucoup de mal avec le Ballon d'Or en football depuis 2003, qui lui prend en compte toute la saison. En gros, est-ce qu'il faut supprimer la saison... Enfin, le débat actuel, on en parle souvent, de la saison régulière. Est-ce qu'il faut distancer saison régulière, play-off? Qu'est-ce que, si vous deviez ou vous pouviez changer quelque chose à ce sujet, est-ce que vous le feriez? Moi, ça me gêne pas, en fait, qu'il y ait des trophées sur la saison régulière, parce que c'est quand même l'essentiel des matchs de basket qui sont joués dans une année. Il y a une question de constance, quand même. Voilà, dans la durée, d'être là. Et ça permet aussi, quand même, de mettre aussi en valeur ce qu'ont fait des joueurs qui n'étaient pas forcément dans des équipes qui étaient capables d'aller loin en play-off. Donc, autant c'est important quand même. Je comprends, c'est normal de récompenser les résultats collectifs d'une équipe et pas juger simplement les performances d'un joueur tout seul. Mais en même temps, voilà, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir récompenser éventuellement, c'est pas forcément le cas, hein, mais des joueurs qui n'étaient pas forcément dans des équipes optimum. Moi, ce qui me gêne plutôt dans les trophées, notamment maintenant qu'il y a des MVP des playoffs là, et comme pour le MVP des finales, moi, ce qui me gêne, c'est l'obligation de donner ça à l'équipe qui sort vainqueur. Ça, je le comprends pas. Par exemple, je vais pas en faire une marotte, mais je suis désolé, c'est en 2022. Oui, 2022, je suis désolé, c'est pas un joueur des Celtics qui est le MVP des finales à l'Est. Je suis désolé, c'est pas parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais c'est Jimmy Butler, le MVP des finales à l'Est. Enfin, pas des finales, pardon. Pas des finales, des playoffs. Des playoffs, ouais. MVP des playoffs sur ce run. Voilà, ça me gêne un petit peu de la même manière. On en a parlé à plusieurs reprises que André Godala est jamais le MVP des finales quand il est élu et que c'est clairement LeBron, même si les Cavs ont perdu. Ça me gêne plus que le fait qu'on donne des trophées sur la saison régulière. Moi, je suis pas gêné non plus par le fait qu'on donne des trophées sur la saison régulière et j'ai un peu le même argument que toi. Il y a des équipes, au final, tout le monde ne joue pas le titre, tout le monde ne joue pas les playoffs, mais il y a quand même des joueurs intéressants à les récompenser. Après, les débats, c'est autre chose, mais je pense que c'est quand même sympa d'avoir des trophées sur la saison. Vraiment, tout pareil que ce que tu as dit, au final, il y a 82 matchs, ça demande de la régularité.
Et pareil que toi, je trouve que des fois, on devrait un peu plus oser donner le MVP des finales. Alors, pour moi, le MVP des finales de conférence, là, parce que c'est ça que tu mentionnes au final pour Jimmy Butler. Quand tu Ouais, dis c'est censé être des playoffs. Hein. Non, c'est comme ça qu'il pourquoi est mentionné, je des crois. playoffs dans chaque partie de chaque De ch- conférence? Ouais, c'est ça. Non, parce que Caleb Martin, s'il le prend, c'est juste sur la finale de conférence. En fait, c'est pas sur les playoffs. Je sais pas si tu te souviens, en 2023, c'est Caleb Martin qui l'obtient pour les finales de conférence. C'est pas sur les playoffs. C'est comme Jalen Brown. Jalen Brown, il le prend l'an dernier. C'est les finales. Il est MVP des finales de conférence. Et moi, je crois. Il me semble. Je vérifie. Vas-y, mais Il y a- vas-y, je Ouais, t'écoute. Mais parce qu'en tout cas, pareil que toi, bon, après, j'allais dire, ce trophée, le trophée des MVP des finales de conférence, pour moi, il sert à rien. C'est un truc qu'on a inventé de nulle part, encore une fois, pour célébrer quelque chose de plus. C'est un truc inutile. Et par contre, effectivement, sur les MVP des finales, des fois, on doit le donner à l'équipe perdante. Et je crois que 2015 est le meilleur exemple. C'est-à-dire que si c'est pas Iguodala, enfin, ça doit pas être Iguodala. D'abord, ça doit être LeBron James. Et si vraiment tu veux le donner à quelqu'un de l'équipe vainqueur, ça aurait dû être Stephen Curry au passage. Mais sinon, je suis d'accord. LeBron était tellement de loin le meilleur joueur sur le terrain. Même en 2018, il y avait discussion. Mais bon, après son équipe prend 4-0, donc c'est plus compliqué. Mais en 2015, clairement. je cherche l'intitulé exact du trophée là dont on parlait. Ah, mais ils le mettent même pas dans le palmarès sur Moi, je Wikipédia. vois vraiment pas de quoi tu parles. Hein. Là, je t'avoue, MVP des playoffs, ça me parle pas du tout. Moi, il me semble que c'est ça, hein, que c'est pas simplement des finales de conférence, ce qui aurait pas de sens en fait. Enfin, moi, je trouve que ça aurait encore moins de sens de déterminer un MVP des finales de conférence. Mais si, mais Alors, c'est ça qui donne. Hein. C'est ça qui donne, Théo. ouais, Hein. c'est ça. Je vais retrouver C'est ça l'info, qui donne, hein. effectivement. Il est nommé, Jaylen Brown est nommé Eastern Conference Finals MVP. Ok, bah autant pour moi. Je pensais vraiment que tu récompensais le meilleur joueur du run de playoff par conférence en fait. Ouais, non, c'est sur la finale de conférence. Ouais. Après, peut-être que dans la réflexion, ils incluent les faits d'armes sur l'ensemble des playoffs. Hein. C'est possible aussi. Non, Parce que dans ce cas-là, ça sert vraiment à rien. même pas, parce que Caleb Martin, c'est pour ça qu'il l'a, c'est parce qu'il fait une grosse finale Il de l'a pas conf eu, en hein, Caleb 2000. Martin. Si, en 2023, c'est Caleb Martin, le MVP des finales de conférence, Alors, quand Miami va en finale. on va revérifier. Je Alors. crois vraiment pas. Bon, après, ce sera pas très grave, hein, mais. Si, je vérifie, parce que ça serait. Oui. Ah non, le vrai MVP de la finale à l'Est. Non, il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Une voix près. La discussion. Ouais. Ouais, c'est ça. Une voix près, c'est Jimmy Butler qui l'a eu, Eastern voix Conference près, Finals MVP. Ouais, ok, il l'a pas eu. Mais du coup, Jalen Brown, par contre, l'a eu pour les Celtics l'an dernier. Ouais. Moi, j'ajoute sur le débat, le timing est important des récompenses aussi, parce que en plus pour la narration et pour les rivalités et tout, c'est quand même bien. Faudrait le décerner limite avant le dernier match de la saison régulière ou juste dans la foulée, qu'on n'attende pas trois plombes. Et puis comme ça fait un peu de. Il y a certains joueurs qui pourraient se sentir offusqués, qui pourraient. Voilà, moi je préférerais que ce soit directement, parce que maintenant c'est un peu. C'est au compte-gouttes. Moi je préférerais qu'il y ait tout d'un coup. Limite, ils font une soirée de fin de saison directe avant les playoffs. Et comme ça, on sait. Et il y a bien une démarcation. Et on se dit, sur la saison régulière, sur ce qu'on a vu, c'était bien ça. Et après, c'est une autre compétition. Et donc, c'est d'autres trophées, je pense. Moi, je préférerais ça. Mais bon. Totalement d'accord avec toi, Shai. Alors, je sais pas s'il faut le donner avant que la saison. Il faut quand même attendre que le dernier match ait été joué. Oui, mais par contre, parce que. Enfin, voilà, moi, je me rappelle de Dirk Nowitzki qui est élu MVP. Et son équipe a déjà été upset et il est déjà en vacances. Ça ressemble vraiment à rien, quoi. Et je suis d'accord avec toi. En plus, ça. Des fois, il suffit que le MVP ou le meilleur défenseur se fasse égratigner ou chahuter dans le premier tour, et du coup ça remet en cause la validité du trophée qui de toute façon n'est pas censé prendre en compte les playoffs, donc je trouve que c'est encore plus flou quand ça tarde à être remis. Ouais. Et ça n'a aucun sens parce qu'ils récupèrent tous les votes en même temps, en fait. Donc c'est. Ouais, mais c'est ce que disait Shai pour le storytelling, c'est de rester dans l'actu, mais là tu as les matchs que tout le monde attend, de toute façon tu es déjà dans l'actu, tu n'as pas besoin de rajouter ça, je trouve. Mais... Question d'Anthony. Le début de semaine a été marqué par l'excellente double confrontation entre OKC et Denver. La deuxième rencontre a notamment pu mettre en valeur l'adaptation tactique de Mike Malone. Tu appelles Michael Malone Mike. Attention, il prend des risques. Tu as beaucoup de courage, Anthony. J'espère qu'il est d'accord avec ça. Et la réponse du Joker au gros match de la veille de SGA. La NBA semble multiplier ses doubles rencontres entre même équipes. D'où ma petite question pour vous. Êtes-vous favorable, ne seriez-vous pas favorable à la généralisation de ces back-to-back ? Ça permettrait notamment de prendre en considération les enjeux écologiques en évitant la multiplication des trajets, mais aussi en favorisant l'enjeu sportif en faisant naître une rivalité au moins sur le court terme, avec un sentiment de revanche pour l'équipe qui a perdu le premier match.
Pour l'écologie, je suis pas sûr du coup, parce que ça marche. OKC, Denver, ça marche parce que c'est des zones à peu près similaires. Mais une équipe, par exemple, quand les Lakers vont jouer contre les Knicks, l'idée c'est que derrière elles jouent les Nets, justement, tu vois, pour rester à New York, et qu'après elles jouent d'autres équipes de l'Est, d'où l'idée des road trips. Parce que si on fait un Lakers-Knicks, que tu joues un soir à New York et que le lendemain ils repartent tous les deux, enfin ils vont jouer à Los Angeles, déjà écologiquement c'est pas ouf, mais même pour le corps, je pense que c'est ça qui empêche de faire ce. Tu peux le faire que dans certaines zones en fait. Tu peux faire. Il y a souvent l'équipe qui joue. Si vous regardez bien, une équipe de l'Est qui vient jouer les Lakers, généralement dans la foulée, elle joue les Clippers. Parce que c'est logique. De la même manière qu'une équipe de l'Ouest qui va jouer les Knicks, si elle est vraiment à l'Ouest, après elle joue les Nets. Et là, en l'occurrence, juste quand il parlait de ce match-là, les 2 matchs ont eu lieu à OKC. Donc c'était intéressant d'enchaîner en back-to-back. Il n'y a pas eu de considération géographique. Les 2 matchs qui devaient se jouer entre les 2 équipes à Oklahoma City ont été joués en back-to-back, en fait. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. C'est vraiment en tout cas pour l'enjeu écologique, parce que sinon, tu as raison, ça n'a pas de sens de faire. Mais les back-to-back, vu que tu joues une équipe de ta conférence en gros 4 fois, bah, les 2 matchs à domicile, les 2 matchs que tu joues à domicile, c'est bien, je trouve, de les enchaîner. Et il y a l'intérêt sportif aussi, parce qu'on peut analyser plus facilement, sauf si une équipe met tout le monde au repos le lendemain. Hein, mais enfin, voilà, je trouve que j'étais assez d'accord avec la remarque. Moi, j'aime bien ces confrontations, surtout pour l'analyse et l'intérêt de voir les adaptations d'un match à l'autre. C'est un petit parfum de play-off, en fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord, c'est cool. Après, je sais pas s'il faut que ça soit généralisé. Là, c'est cool parce que c'est 2 grosses équipes avec les 2 principaux candidats au trophée de MVP. Mais effectivement, là où ça perd un peu de l'intérêt, c'est imaginons que je sais pas, que SGA était blessé, par exemple, une petite blessure pas très grave d'1 semaine. Bah, tu dis, putain, c'est un peu con. C'était notre grosse affiche. Et au bout du compte, ça va être complètement déséquilibré ou ça va perdre de son intérêt. Ça, tu peux pas le prévoir à l'avance. Par contre, voilà. En fait, quand c'est des équipes intéressantes, je trouve ça vraiment cool. Après, si c'est honnêtement, hein, là, si ça avait été un Hornets Miami, par exemple, ils peuvent se jouer en back-to-back. Ça n'a pas le même sex appeal, quoi. Mais du coup, ça marche qu'à moitié si c'est toujours joué sur le même terrain. Parce que déjà, ça sous-entend presque d'être dans la même division. Parce qu'il n'y a que les équipes de la même division qui se jouent systématiquement chaque année 2 fois à l'extérieur, 2 fois à domicile. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, si c'est un choc Est-Ouest, bah, tu ne peux pas jouer 2 fois dans la même ville vu qu'elle se joue qu'une seule fois. Il n'y a qu'un match à domicile. Et même au sein de la même conférence, tu ne joues pas chaque adversaire 4 fois. Il y en a que tu joues 3 fois. Donc, tu n'es pas sûr d'avoir, toi, les 2 matchs à domicile. Alors, oui, il y en a forcément une des deux qui aura 2 à domicile. Tu peux t'organiser comme ça, mais ce n'est pas si facile à mettre en place, en fait. Ouais. On enchaîne une question de Christian. Un petit coup d'œil sur les seconds couteaux des Raptors champions en 2019. Il va nous faire remarquer quelque chose. Norman Powell, bouillant aux Clippers, cette saison méritait d'être All-Star pour moi. Harden l'a volé. Peut-être. Et bizarre, les Clippers quittent la 4e, 5e place à l'Ouest et sont 8e depuis qu'ils ne jouent pas. Pascal Siakam, indispensable chez les Pacers, finale de conf la saison dernière, top 4 à l'Est et All-Star cette saison. Fred VanVleet, poste 1 des Rockets, son absence se fait ressentir depuis la mauvaise passe des Rockets. OG Anunoby à New York, bien qu'il soit très souvent blessé, quand il est là, il est déterminant dans son profil 3&D. Pour info, la saison 2019-2020 de Toronto, après le départ de Kawhi, est magnifique. 53-19, 2e à l'Est et perd en 7 contre les Celtics en demi-finale. On peut se dire à ce moment-là que l'ajout d'une superstar peut remettre la franchise au premier plan. Mais alors, tous ces joueurs évoqués ont pris la porte un par un. Pourquoi ces joueurs se sont-ils séparés? Est-ce que c'est une histoire de salaire? Voilà. Donc c'est une remarque intéressante. C'est vrai que les joueurs, c'est un sacré supporting cast quand même. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas... Est-ce que c'est juste des histoires de salaire qui expliquent la séparation de cette équipe? Et ça, je me souviens plus complètement du contexte, mais oui, je pense que oui. Notamment dans le cas, il y a des gars, enfin, ils sont. VanVleet, il part quand? Parce qu'en fait, il reste longtemps. Même Anunoby, il reste longtemps. Jusqu'à l'an dernier, ces deux-là, ils étaient là. Et Siakam, ça fait pas si longtemps non plus qu'il a été transféré à Indiana. Ouais, c'est l'année dernière. Ouais, ils sont restés au-delà de 2020 en fait. Et Ouais. Norman Powell est peut-être effectivement le premier à partir. Je me souviens plus si c'est un trade ou une histoire de salaire. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Toronto avait un super supporting cast. Pourquoi l'équipe, après un moment, elle s'est démantelée? C'est qu'il manquait justement cette superstar. Et s'il manque cette superstar, tu commences à te tourner vers autre chose, même si parfois, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que fait Masai Ujiri, honnêtement, avec les Raptors. Des fois, je me demande, est-ce que lui, il veut vraiment toujours diriger cette équipe? Parce que franchement, il y a plein de choix qui sont très étranges.
Mais ouais, j'ai pas complètement répondu à la question, mais ils se sont pas séparés tout de suite, quoi. Ça a mis... Ouais. C'est pas un par un qui sont partis. Ils sont... Pendant longtemps, cette équipe, elle est restée ensemble au final, au-delà de 2020. Ouais, et cette équipe, finalement, on s'était dit l'autre fois, on s'était pas rendu compte qu'elle était aussi bonne, mais en même temps, c'était déjà une équipe qui était très performante, même avant l'arrivée de Kawhi Leonard. Simplement, ils butaient systématiquement en gros, sur la marche LeBron James, qui leur permettait pas d'aller au-delà. Mais c'était quand même une équipe qui avait du talent. Je pense qu'il n'y a pas simplement la notion de salaire, malgré tout. Il y a aussi que finalement, il y a un nouvel équilibre qui s'est pas vraiment trouvé, et avec l'arrivée de Scottie Barnes, j'ai l'impression il y a eu un manque de, comment dire, de compatibilité de tous les joueurs en place, en fait. Et que finalement, certains profils étaient un peu redondants, ça manquait un peu de talent, comme tu le disais, Antoine, pour vraiment être parmi les contenders à nouveau. Et en même temps, c'était pas suffisamment dysfonctionnel pour te dire, bah non, faut tout exploser d'un coup. Et effectivement, je pense que Toronto a perdu du temps à ils auraient pu, finalement, ils auraient pu choisir de changer leur fusil d'épaule plus vite, mais ce qui est pas simple, je pense qu'ils ont cru aussi qu'ils seraient capables de continuer à rester une équipe importante et ambitieuse de l'Est en rajoutant des jeunes autour, mais finalement, ça a pas vraiment pris. Mais je suis pas sûr que ce soit uniquement une question de salaire. Ouais, puis c'est le plus dur, c'est d'avoir ce franchise player, finalement, à chaque fois, le gars qui peut te permettre qui peut permettre à un supporting cast d'être considéré comme un bon supporting cast. Et quand tu es Toronto, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'en soi, le trade de Kawhi était un coup de génie, même si c'était un effet très, 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 très court et limité et qu'il y avait très peu de chances qu'il reste finalement. C'était le meilleur coup possible pour Toronto. Mais c'est vrai que franchement, le supporting cast, quand tu vois les joueurs, tu te dis que c'était pas mal. Hein. Puis il y a ceux qui sont plus là, qui sont partis. Il y avait quand même il y avait Gasol, Ibaka. L'équipe, elle était forte quand même. C'est une équipe peut-être qu'en revisitant un peu dans quelques années, on se dira, ouais, putain, l'équipe, elle était méchante quand même. Et tu sais, quand j'y pense là, tu sais, de changer de fusil d'épaule. En fait, on sait même pas s'ils l'ont vraiment fait, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je me souviens, il y a 1 ou 2 ans, il y a 2 ans, je crois, il y a 2 ans, donc pas l'an dernier, c'est l'an dernier qu'ils font le transfert d'Anunoby. Je crois qu'il y a 2 ans, ils sont en position pour tanker, et d'un coup, à la deadline, tu sais pas pourquoi, à la place de tanker, ils font l'inverse. Ils envoient 2 premiers tours de draft pour aller chercher Jakob Poeltl. Deux Ouais. premiers tours. Ça n'a aucun sens. Et je crois qu'ils font. Je suis même pas sûr qu'ils font les. Je pense qu'il n'y a pas de qualification en playoff. Et donc, déjà, ça, c'était bizarre. Il n'y a pas de reconstruction. Et même là, regarde, cette année, on s'est dit tiens, c'est le moment pour tanker. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir Brandon Ingram. Tu vois, je veux dire, alors qu'ils ont déjà R.J. Barrett, ça n'a pas trop de sens, en fait. Et là, cette équipe, actuellement, elle est 11e à l'Est. Alors, elle a un bilan pas très bon, tu vois, mais elle n'est pas non plus en position d'avoir forcément un choix dans les 3 premiers de la draft, ce qui aurait été parfait, en fait. Tu as Scottie Barnes. Les Raptors croient beaucoup en Scottie Barnes, je comprends, j'aime bien Scottie Barnes. Je ne sais pas si c'est vraiment un alpha plus, mais bon, ça, c'est un peu des conneries, ces histoires de... tu n'es pas obligé d'avoir toujours un joueur qui va te mener jusqu'au titre, mais ça aurait été intéressant d'en avoir un deuxième quand même. Et là, aujourd'hui, ils vont encore se retrouver à drafter. Et c'est exactement ce genre de chemin que prennent les équipes qui restent pendant 10 ans dans cette espèce de place. Les Kings en savent quelque chose. Quand des fois, t'es nul, mais en même temps, tu veux pas être trop nul parce que ça fait trop longtemps que t'es nul. Et du coup, t'es jamais vraiment nul et tu pioches jamais dans les 3 premiers. Alors, il y a aussi une part de malchance à la loterie. Il y a plein de mauvaises décisions. Je ne veux pas comparer les Raptors aux Kings. Mais tu vois, tu peux te retrouver. C'est un peu comme ça que des fois, au bout de 8 ans, tu es là. Ah, ça fait quand même un moment qu'on n'a pas joué les playoffs, quoi. Ça fait un moment qu'on n'est pas très bon et tu sais jamais vers quoi te tourner. Moi, je suis un peu bizarre la direction prise par Toronto. D'autant que Toronto est bien. Enfin, t'as dit, les Kings en savent quelque chose, mais les Raptors aussi, en fait, parce que c'est l'essentiel de leur existence, ça a été ça quand même. À être au mieux dans le ventre mou de. Enfin, tu sais, 5, 6e. Après, il y a les saisons avec DeRozan et Kyle Lowry, où ils finissent même premier de la conférence Est une saison, mais finalement, ils se font sortir en playoff. Mais derrière, ils ont souvent été dans cet endroit-là. Et alors, c'est marrant parce que c'est pas un petit marché en soi, Toronto, mais c'est un marché qui est pas attractif pour les stars américaines qui veulent pas changer de pays, qui veulent pas être taxées au niveau des impôts plus forts qu'ils ne le sont aux États-Unis. Là, enfin, effectivement, je partage ton avis au sujet de Masai Ujiri où c'est très compliqué de comprendre quelle est vraiment la direction en fait, et ce que tu disais là sur le trade pour Poeltl, c'était incompréhensible et limite
maintenant, c'est encore moins compréhensible qu'au moment où ça se faisait. On se disait, bah non, mais il doit y avoir une idée derrière. Maintenant, tu dis, bah l'idée, on la voit toujours pas au bout du compte. C'est fou parce que Ujiri, pendant quelques temps, c'était genre le GM le plus convoité. Tout le monde disait un jour les Knicks vont lui faire un pont d'or, d'autres équipes vont. Au final, c'est un peu rentré dans le rang. Il est très discret, même sur les projets. Il est beaucoup moins médiatisé, même qu'à une époque. C'est assez curieux, ouais. Je sais pas trop. Moi, je l'avais vu il y a un an ou deux, à un match du Paris Basket. Il était un peu en mode de repérage, je sais pas, mais il est très discret dans les médias. Il n'y a plus du tout de rumeurs sur un intérêt d'une autre franchise pour le voler aux Raptors. C'est assez curieux. Bah, c'est là qu'on voit qu'en fait, quand tu es GM, comme tous les autres métiers en rapport avec le sport de haute performance et de haut niveau, il y a aussi une part, alors je ne veux pas dire de chance, mais en fait, il y a quand même une part de hasard que tu maîtrises pas. Parce qu'en fait, le trade pour Kawhi Leonard, bah, tout s'aligne en fait. Tout s'aligne parfaitement pour Toronto. Il faut que Kawhi mette ce panier assez improbable, incroyable contre les Sixers. Et ça fait une belle histoire. Mais si tu regardes derrière, là c'est tout s'est bien aligné pour lui. Mais en fait, moi, ça me fait penser un petit peu à... comment c'est fou, son nom m'échappe, là, c'est fou, là. Un deuxième arrière des Pistons des années 80, Joe Dumars, pardon. Joe Dumars. Ouais. Quand ils sont champions en 2004, c'est pareil, tout le monde dit c'est le meilleur GM de toute la NBA, quel coup de génie. En plus, il a récupéré Darko Milicic qui va être un crack, etc. Et puis 3 ans plus tard, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout en fait, Joe Dumars? On comprend pas ce que font les Pistons, tu comprends plus du tout la direction. Et donc des fois, voilà, c'est sport de décision, tu fais des paris, il y a une partie performance, il y a une partie humaine que tu maîtrises pas complètement non plus. Est-ce que tel joueur ça va matcher avec le reste ou pas? Voilà, je pense que c'est pas si simple et finalement pourtant non, tu vois, j'allais dire pourtant à Toronto il y a de la continuité quand même. C'est le même groupe, c'est le même GM, il a le temps de développer, mais voilà, je pense que parfois on encense peut-être trop vite certains GM. Un moment, par exemple, pour Pelinka, tous on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait Pelinka après le trade pour Russell Westbrook? Il se fait pas respecter, ça n'a pas de sens, etc. Finalement, 2 ans plus tard, tu dis, bah non, il fait du très bon travail, Pelinka. Peut-être que dans 2 ans, on se dira, mais où vont les Lakers? C'est fou, ils avaient Doncic, LeBron, et maintenant ils ont équipe X. Il y a tellement de hasard que. De hasard que c'est. Je pense que voilà, ils sont aussi soumis à ça, ces décisionnaires-là. Ouais. Un petit mot sur Joe Dumars qui a quand même bien rebondi depuis son époque de dirigeant. Il est vice-président exécutif et Head of Basketball Operations pour la NBA. Il est partout dès qu'il y a un événement. Il était à Paris. Il est très très haut placé dans la ligue maintenant, Joe Dumars. Carrément. Question de Listerman. On a tous des maîtres à penser, des mentors, des référents. Moi, par exemple, je suis d'accord 99% du temps avec Antoine, et le 1% de désaccord, c'est quand il est irrespectueux avec des villes françaises de la diagonale du vide qui sont chères à mon cœur. En matière de basket, qui est votre maître à penser, ou tout du moins la personne, célèbre ou non, qui est un puits de connaissances basket à vos yeux et que vous écoutez religieusement, quoi qu'il arrive? Moi, pendant longtemps, et je pense que ça l'est toujours un peu, mais j'écoute plus trop parce que j'ai plus le temps ou plus l'envie, mais Zach Lowe, je pense. Zach Lowe, Il fait plus de podcasts, t'inquiète pas, c'est pour ça que tu écoutes pas. Ouais, non, mais même un peu avant. Les podcasts, j'écoute pas trop de podcasts, paradoxalement, donc je lisais ces articles. Zach Lowe, ouais, s'il disait quelque chose, je le prenais comme c'était, quoi. Zach Lowe l'a dit. Zach Lowe l'a dit quand même, tu vois. Moi j'aurais dit, alors, je sais pas si c'est un maître à penser, mais j'aurais cité aussi Zach Lowe dans le sens où ça a toujours du sens. Alors que tu peux ne pas être d'accord, ne pas partager son avis. Comme tout le monde, il a aussi parfois des avis qui sont un peu, qui sont teintés de subjectivité, c'est ce qui est tout à fait normal, mais c'est quand même toujours solide. Je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ça peut être des noms, ce qu'il disait dans la question, hein, ça peut être juste ton coach de U18 ou un ami qui connaît mieux le basket que tu vois, un référent, quoi. Je pense que ça peut être aussi ça la question, sans que ce soit forcément quelqu'un de connu. Ouais, alors sur le fond, sur le basket, bah moi j'en ai eu plus jeune, quoi, des coachs, effectivement. Moi j'en ai déjà parlé, mais un coach Hugo vraiment très pointu sur la technique et la stratégie. Ça m'a ouvert pas mal les yeux. Après, il y en a quand même pas mal des gens comme ça. Moi j'ai adoré ce que faisait Jay Wright à Villanova. Alors c'est pas tant un maître à penser dans le sens où j'ai pas écouté des colloques ou des trucs comme ça, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Ce que fait des coachs, voilà, tu vois, l'autre fois entre nous on se partageait une vidéo d'Obradovic qui est
un entraînement où il est avec Itoudis, pardon, ils prennent des jeunes et ils font attaque-défense, tu dis, putain, mais c'est... Ouais, ça, c'est... Si je pouvais être une petite souris dans la salle d'entraînement tous les jours, ça, je le ferais carrément, quoi. Mais je sais pas si c'est... Tu vois, c'est plus des gens dont je respecte la vie. Je sais pas si j'ai de mettre à penser, mais je sais pas si... Ouais. C'est peut-être que j'ai pris la question de manière trop littérale. Ouais, il est plus clivant, évidemment, mais alors, évidemment, Zach Lowe, parce que j'aimais bien aussi sa nuance et le fait que même s'il avait des avis parfois tranchés, c'était toujours mesuré, nuancé, respectueux. Il cherchait pas. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il travaille plus chez ESPN, hein, il était pas trop dans la polémique. Mais moi, en fait, c'est pas tellement que je me réfère à ce que lui va dire, mais que souvent, je me retrouve à être un peu du même avis que Bill Simmons, par exemple. Quand j'écoute les podcasts après, je me dis, c'est vrai que je me suis fait la remarque. Alors lui, il va le faire dans un style un peu plus théâtral et il va dire, et je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, mais c'est vrai que souvent je me dis, ah tiens, c'est marrant, je pense comme lui. J'ai toujours beaucoup quand même respecté son avis parce qu'il a un background au niveau histoire sur tout ce qu'il a vu, vécu, documenté, parce qu'il y a voilà, le nombre de bouquins qu'il a écrit, de trucs qu'il a suivis. Donc, alors c'est pas un maître à penser non plus, hein, mais c'est marrant, c'est au niveau des remarques, sensibilité et tout, je me retrouve un peu là-dedans. Et pour alors là c'est autre chose, mais en termes de référent et la personne à laquelle je me file plus, là c'est plus pour le basket féminin, mais c'est Ghislain Clément que vous avez déjà vu, qu'on a déjà invité dans des podcasts. En général, quand il me fait une remarque sur un match en WNBA, match international des filles ou quoi, je me dis toujours, il a tellement raison. Et je connais personne qui connaît mieux le basket. Alors le basket en général, il connaît incroyablement bien, mais le basket féminin, c'est assez exceptionnel, le puits de connaissances que c'est, voilà. Ouais, c'est clair. Pour Bill Simmons, ce qui est marrant, c'est que moi, j'aime beaucoup Bill Simmons aussi, mais j'ai pas le même rapport à lui. En fait, souvent, ce que j'aime bien, c'est qu'il trouve des angles auxquels j'avais pas pensé. En fait, il a des angles, des fois une grille de lecture qui sort de ce à quoi moi je pensais. Par contre, moi, je trouve, enfin, c'est toujours très distrayant, mais je trouve qu'il a une lecture qui est quand même énormément basée sur la narration quand même. Et voilà, parfois, je trouve que ça a aussi un petit peu ses limites, mais par contre, ça reste un des mecs que j'écoute très souvent. C'est vrai que c'est pour ça que j'aime, en fait. Moi, je suis très narration, histoire et tout, et c'est peut-être pour ça que j'aime toujours la manière dont il raconte les trucs, quoi. En tout cas, faut payer pour ramener Bill et Jalen, quoi. Les previews. Bill Simmons et Jalen Rose, ouais, c'était très très fort. Il y a rien de plus beau que ça. Parce que c'était un bon mix entre divertissement, parce que Jalen Rose, il racontait les anecdotes de joueurs et de fêtes et tout. Simmons, il est capable aussi de raconter des trucs, et en même temps, ils sont quand même très pointus, quoi. Simmons, il est extrêmement pointu aussi, donc. Et puis, c'est pour ça aussi qu'il s'entendait bien avec Zach Lowe, que c'était son employeur. Enfin, voilà, bref. On est dans le microcosme des podcasts US que nos auditeurs n'écoutaient ou n'écoutent peut-être pas, donc. Mais voilà pour cette question de Listerman. Je rajoute un truc, pardon, mais moi je continue de regretter que Jeff Van Gundy ne commande plus les matchs. Franchement, pour le coup, c'était toujours pertinent, drôle. Il avait un côté un peu anticonformiste parfois. Voilà, pour moi, c'était un régal. C'était vraiment, je trouve, le genre de consultant où tu pouvais apprendre un truc nouveau chaque fois que tu regardais un match commenté par Jeff Van Gundy, que ça soit sur de l'analyse technique, que ça soit sur des petites anecdotes qui pouvaient sortir parfois. C'était, ouais. Et le côté tonton grincheux qui est marrant aussi parfois. Complètement, ouais. Cool, quand même. On passe à une question de Baptiste. Je me suis récemment plongé dans les mock drafts 2025 pour voir quels joueurs suivre au-delà du trio de tête qui semble se dessiner avec Cooper Flagg, Dylan Harper et Ace Bailey. Quelle fut ma surprise en voyant Nolan Traoré descendre autour des pics 13-18, lui qui était annoncé top 5 voire top 3 en début de saison. Ne suivant que très peu Saint-Quentin et encore moins la NCA, je me demande comment expliquer cette chute. Est-ce une baisse de régime de sa part ou est-ce que d'autres prospects se sont révélés au fil de la saison? Moi, je pense déjà qu'il y a un truc très simple, c'est qu'en septembre ou même en août, faut vraiment pas prendre en compte une mock draft. Ça ne veut rien dire. Et du coup, en fait, il a chuté, mais il a chuté par rapport à quelque chose qui n'avait pas de sens, en fait. Quand il a annoncé top 5 en septembre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de vrai mock draft à ce moment-là de l'année. Et du coup, la chute, pour moi, elle se relativise déjà rien que comme ça. Après, voilà, il ne fait pas une mauvaise saison avec Saint-Quentin. Moi, je ne suis pas assez bien. Mais je sais que quand je lis notamment les mock drafts ESPN, qui sont ceux qui sont les mock drafts, c'est les mock drafts les plus durs avec Nolan Traoré par moment. Il y a le côté, voilà, il a parfois eu du mal à
à être régulier, à être adroit, à être efficace dans ce jeu de premier joueur qui percute, qui a un poste en NBA où il faut que tu sois très fort en fait. C'est un peu le problème de Killian Hayes par exemple. C'est ce que j'expliquais dans un CQFR sur Killian Hayes, c'est que en fait, Killian Hayes, il a besoin d'être excellent dans son rôle s'il veut avoir la balle. Parce que sinon, on va toujours trouver un mec plus fort que lui à qui donner la balle et à qui faire jouer des pick and roll. Donc voilà, il peut y avoir ça pour Nolan Traoré. Il y a aussi le fait que en septembre, pareil, je reviens sur septembre, la saison NCAA n'a pas commencé. Donc de toute façon, tu mets très haut les prospects européens. C'est toujours comme ça. Les prospects européens, ils sont très hauts en septembre. Et puis tout au long de l'année, la plupart, tu les vois baisser. Donc, je pense qu'en fait, ce n'est pas une vraie chute parce que le top 5, et nous-mêmes, on a été les premiers à parler de top 5, on a été les premiers à faire cette erreur, en fait. Le top 5, il n'était pas justifié à ce moment-là parce qu'il ne voulait rien dire. Je pense aussi qu'effectivement, il était aussi haut parce que c'était au sortir des compétitions de jeunes de l'été durant lesquelles il a été bon. Là, je revérifiais un petit peu ses stats sur la saison. Je pense que ce qui joue aussi, il faut rappeler que Nolan Traoré, il joue meneur, c'est un jeune meneur. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer dans un match contre Bourg-en-Bresse cette année en étant dans la salle. Je l'ai trouvé impressionnant quand même de maîtrise du rythme et du tempo de son équipe, ce qui est vraiment pas une chose simple. Mais c'est pas simple non plus si tu juges que sur les stats de juger le niveau d'un joueur. Une saison, c'est long, à ce poste-là, c'est dur. Et donc, effectivement, je pense que ses grosses performances en équipe de jeunes, son profil meneur de grande taille, capable de tout bien faire, l'avait fait monter peut-être un peu trop, effectivement, dans les mock drafts. Là, je regardais, j'avais pas ses stats sur la saison en tête. Je pense que son pourcentage au tir à 3 points doit le pénaliser. Là, je vois qu'il est à 26%. J'ai pas le volume sur le volume, mais ça, je pense que c'est peut-être un. Il est à 37 au tir global aussi, pas ça. Voilà, donc voilà. Ouais. Donc voilà, non mais t'as raison de mentionner ça, je pense que c'est tout simplement ça. Après, je pense que le potentiel est là, mais c'est pas simple. Et puis voilà, jouer... Attends, faudrait que je regarde, je sais pas si vous avez le classement de Saint-Quentin, là, ils sont je crois vas-y, dis-nous combien ils sont là. Je suis même pas sûr qu'ils soient mauvais. Hein, en fait, non, moi, pas mauvais. Nolan Traoré, en fait, 7e. Combien 7e, ils sont. Ok. Mais en fait, il a eu une période de creux à un moment qui a fait que sa cote, elle a baissé pour les ricains qui suivent surtout les stats individuelles, etc. Il a eu du mal dans des gros matchs contre des adversaires vraiment bien classés. Et là, ça fait depuis quelques semaines qu'il est mieux. Là, il a fait des gros matchs. En Leaders Cup, il fait 2 très gros matchs. Ils ont refait un match contre Paris il n'y a pas très longtemps, là où il a été excellent. Ça commence à revenir. Je pense que c'est assez normal. Il y a eu une période aussi où on a commencé à se demander s'il ne devait pas attendre une année de plus. C'est peut-être encore en réflexion d'ailleurs, on n'en sait rien. Il va certainement tâter le terrain, passer des entretiens, faire des workouts avec certaines équipes. Moi, je suis pas sur ce qu'on a vu jusque-là et sur ce que j'ai vu de lui, je suis toujours pas inquiet et je pense même que, enfin inquiet, il n'y a pas à être inquiet sur la place à laquelle il sera drafté, hein. Mais je pense que sa cote elle est toujours élevée, hein. Je pense toujours que je le vois toujours être peut-être même top 10 de draft, voire plus haut sur le potentiel parce que il y a ce que les mecs montrent en club et il y a le potentiel qu'on leur prête et ce que voient les scouts en certains joueurs. Je pense toujours qu'ils ont une vision très très ambitieuse du joueur qui peut devenir et ça, pour moi ça bouge pas. Après il a eu des irrégularités qui sont aussi logiques pour un joueur aussi jeune qu'enchaîne des matchs. La Betclic Elite c'est pas un championnat facile en plus, pas tant de joueurs que ça qui se promènent. Victor Wembanyama était très bon, ça a aidé aussi, mais il n'y a pas tant de jeunes prospects qui sont phénoménaux au point d'être des lottery picks indiscutables, je pense. Donc c'est dur, mais il a des matchs de Coupe d'Europe, il a des matchs, il est dans les groupes de l'équipe de France, que ce soit en sparring partner ou dans la liste. Je pense qu'il a pris beaucoup d'expérience, mais que ça se voit peut-être pas tout de suite sur les stats. Et voilà, moi, je le mets dans les mock drafts, je le vois toujours entre la 5 et la 12, quoi. C'est ce qui serait déjà bien. Oui, puis les mocks, il faut rappeler que c'est fait par des journalistes quand même, c'est pas fait par les scouts. Tu vois, si c'était les scouts, ça serait autre chose, mais je pense qu'aussi que le profil de son équipe et ses stats font que c'est compliqué pour des journalistes américains de comprendre ce que ça représente en fait. Parce que je pense que certains ont toujours pas compris quand même que jouer dans un bon championnat comme est le championnat de France européen, c'est bien plus relevé
chaque week-end que des championnats universitaires où, bien sûr, il y a des match-ups qui vont être importants, mais où tu as des équipes c'est pas le même niveau d'intensité, c'est pas le même rythme, c'est pas la même densité physique, c'est pas le même niveau d'expérience. Et je pense que Victor, c'était simple finalement. Déjà, c'est un prospect qui est sans commun. Avec Levallois, ils ont fait une saison incroyable. Il y a eu les match-up face à des gens, les fameux matchs à Las Vegas, où on a pu l'évaluer face à d'autres joueurs de sa classe d'âge. Tout était en place pour que ça soit plus simple de te valider le fait que ça soit... non, c'est sûr qu'il doit être plus fort, mais j'en reviens à ça quand même. Même Luka Doncic, quand même, avec le Real Madrid, champion d'Europe, les mecs se posent, certains, je dis pas que c'était la majorité, mais continuer de se poser la question et de se dire ouais, mais c'est dur d'évaluer le vrai impact, le vrai talent d'un mec comme ça. C'est le cas pour un mec qui joue au Real Madrid. Qu'est-ce que c'est pour un mec qui joue à Saint-Quentin, tu vois, pour des journalistes américains. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Après, voilà, t'as raison de le préciser, Antoine. Il était certainement mis trop dans les mock drafts en début d'année. Si on parle, encore une fois, on parle de potentiel de là où tu peux être drafté. Hein. Même ça, c'est pas une donnée définitive en soi. Sachant que sa cote peut toujours remonter, effectivement, à l'approche. Alors, après, je ne suis pas aussi catégorique que vous sur les mock drafts, les journalistes. Il s'est quand même fait souvent avec des scouts et il y a quand même là 98% des mock drafts qu'ils mettent loin, quoi. Enfin, loin. Entre la 12 et la 15e place, quoi. C'est peut-être pas plus mal, en fait, s'il glisse, parce qu'il y a les attentes. Mais il peut remonter, en fait. J'allais dire, il peut remonter. Ouais. Bilal Koulibaly, est-ce qu'il est vraiment attendu en 7 ? Je me souviens plus exactement. Mais un peu plus bas, il est attendu un peu plus bas. Je pense qu'il était attendu un peu plus bas et il remonte jusqu'à... Ouais, il est remonté jusqu'à 7. C'est juste avant la draft qu'il y a commencé à avoir beaucoup de bruit autour de Bilal. Exactement, et Nolan, après parce qu'aussi il y avait un truc, c'est que Levallois est allé jusqu'en finale du championnat et tout le monde regardait Wembanyama, donc Bilal jouait dans la même équipe, ça a vachement joué en faveur de Bilal aussi, il faut pas se mentir. C'est sûr et certain. Mais Nolan Traoré, évidemment, il aura peut-être pas cette chance-là, mais qui sait, sur des bons workouts, etc., et tu peux te retrouver comme Adishai, tu finis par être drafté, je sais pas, 8e, 9e, ça dépend aussi de la loterie, de l'ordre de la loterie, peut-être qu'il y a une équipe qui se dira, nous on veut absolument un jeune meneur, on cherche un jeune meneur à développer, on a le 8e pick ou le 7e pick, tu vois, va savoir. Il peut y avoir des choses comme ça. Ouais. Malheureusement, vas-y, Charlie, pardon. Non, je disais, malheureusement, il y a un petit stigmate sur les meneurs français draftés haut ces dernières années. Il peut peut-être aussi payer un peu ça. Les mecs, ils vont se dire bêtement, il y a eu Nidikina, il y a eu Kylian Hayes. Peut-être que ça peut aussi expliquer ça. Les scouts sont peut-être un peu sceptiques, ou ils attendent d'en voir plus, peut-être aussi. Oui, et puis il y aura aussi la question de savoir si l'équipe qu'il choisit veut le faire venir tout de suite ou pas. Tout ça, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent bouger d'ici là, quoi. Ouais. Question de Théo. Je viens de tomber sur les highlights de Miles Bridges contre les Cavs. Il en a planté 46 la semaine passée contre une équipe élite défensivement et peut-être face au futur DPOY en la personne d'Evan Mobley. Je suis fan du joueur Bridges avant ses frasques et affaires affreuses extrasportives. Il reste en admiration devant son talent offensif mêlant élégance d'un arrière et puissance d'un intérieur. 2 questions me viennent du coup. Selon vous, peut-il rejoindre un contender ou est-il cramé pour le reste de sa carrière en devant rester chez les Hornets ? Où le placez-vous dans le ranking des ailiers 3-4 en NBA ? Perso, il est dans mon top 10, je le trouve meilleur que des Barnes ou Randle par exemple. Merci pour vos réponses. Déjà, je pense pas qu'il soit grillé. Ouais, pareil. Vas-y Théo, vas-y, commence. Non, écoute, non, je pense pas qu'il soit grillé. Je le trouve très talentueux, Miles Bridges. Après, ce qui est dur, en fait, c'est que c'est les Hornets. Je vais dire comme ça. Parce que ce que j'allais dire derrière, c'est que j'ai du mal parfois à voir dans les matchs où il fait des cartons où il est très bon. J'ai pas l'impression que il y a toujours un effet d'entraînement sur les résultats de son équipe, en fait. Et j'ai du mal à savoir, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est les Hornets, j'ai du mal à identifier si c'est un joueur qui vraiment te permet de gagner plus de matchs ou pas. Ouais, moi, alors, pareil que toi, je pense absolument pas qu'il soit grillé. Je comprends qu'on continue de se poser cette question, etc. Mais je vais répondre toujours la même chose. Non, non, il est en NBA. Je veux dire, en fait, à n'importe quel sport, n'importe quel niveau. Enfin bref, c'est toute une autre discussion. Mais je pense qu'il y a pas de raison que... Enfin, il n'y a pas de raison, pardon. J'ai mal prononcé ma phrase. De ce qu'on voit aujourd'hui, du fait qu'il est aujourd'hui en NBA et qu'il joue avec les Hornets, il n'y aura pas de raison pour les autres franchises
de ne pas miser sur lui de la même manière que les Hornets misent sur lui. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vais le tourner. Je sais pas, parce que justement, je veux pas que ça laisse penser que c'est mon avis personnel. Et comme Théo, c'est pareil quand je parle des Wizards. Attention, jurisprudence sur ce genre d'équipe. Prenez même l'exemple de Terry Rozier, qui a pourtant été bon aux Celtics. Aux Hornets, il fait des cartons, il arrive au hit, il met plus un pied devant l'autre en fait. Il y a des joueurs, leur valeur. C'est pour ça que des fois même, et je vais même aller jusqu'à prendre Alex Sarr, Bilal Koulibaly, je mets des petites pincettes. Attention à ce qui se passe en fait. Attention aux stats. Ça veut pas dire que tu as une carrière brillante. Ça peut être le cas pour Sarr et Koulibaly, mais il faut se méfier de ce qui se passe dans les équipes faibles. Et même si pour le coup, Bilal et Sarr ont un truc, c'est qu'eux, on voit de l'impact sur le jeu. C'est pas juste, justement, c'est pas des mecs qui font des stats comme Bridges. Maintenant, je pense que Miles Bridges, dans tous les cas, il peut sans doute, dans un contexte d'une équipe de talent, il peut sans doute être un atout s'il comprend son rôle et si on lui donne un rôle, mais il ne sera pas une troisième option. Voilà, c'est là où moi je rejoins Théo, c'est que si tu vois un mec comme ça, il est à 20 points, c'est trop bon, tu te dis, ah ouais, lui, t'imagines, c'est la troisième star d'une équipe. Je pense pas. Je pense que c'est un peu plus subtil. Je pense qu'il peut par contre avoir un rôle, être un joueur intéressant, mais il faut voir s'il est capable d'accepter le rôle, s'il est capable de le comprendre déjà, tout bêtement. Hein. C'est des données importantes. Et je pense que ça va être un joueur qui aura de la valeur sur le marché. Il a un petit contrat. Donc, à l'inverse, tu vois, vraiment à l'opposé, je pense qu'il est tout sauf grillé. Au contraire, il touche que 20 millions la saison. Ouais. Il y a plein d'équipes qui vont être prêtes à aller chercher en se disant, bah attends, pour 20 millions, il va me faire. Tu vois, c'est un mec qui peut avoir peut-être un jour un impact à la Norman Powell, tu vois. Des gars comme ça. Mais je ne le mettrai pas dans le top 10 des ailiers. Alors là, de tête, je ne l'ai pas, mais je pense qu'il y a quand même. Il y a du monde quand même. Ouais, il y a quand même du monde sur ce poste. Alors Théo, l'auditeur, a mis LeBron, KD, Banchero, Tatum, Giannis, Siakam, Wagner, Jaren Jackson Jr., Kawhi. Bon, après. Bah, je sais pas, après, il faut réfléchir à tous les ailiers, mais je préfère Mikal Bridges, je pense, malgré tout. Malgré toutes des fois les trucs que je peux dire sur Mikal Bridges, je pense que même, pour le coup, c'est quelqu'un qui impacte quand même la donnée victoire-défaite d'une équipe, quoi. Et du coup, Jalen Brown, il rentre pas vraiment dans le lot, si je comprends bien. Mais pourtant, il devrait, tu vois. Jimmy Butler était dans la liste, là. Ouais, c'est pareil, Jimmy Butler. Il y en a beaucoup, hein. Trey Murphy, par exemple, un gars comme... Ça, c'est pas les mêmes stats. Je peux comprendre qu'il y ait discussion, tu vois. Il y en a beaucoup quand même des ailiers. Et puis je préfère avoir Aaron Gordon en fait dans ce rôle-là. Tu vois, dans un rôle, au final, je pense je prends quand même Aaron Gordon devant. Il y a beaucoup de monde. Même du coup, on réfléchit pas au Thunder là. Barrett, Scotty Barnes, il y en a beaucoup des ailiers. Scotty Barnes, oui. Barrett, il y a discussion, je pense. Mais oui, il y en a beaucoup. Non, discussion. Je dis pas qu'ils sont meilleurs forcément, mais du coup, il y a quand même beaucoup de joueurs à prendre en ligne de compte, j'ai l'impression. Yes. Moi, j'ai déjà dit assez ce que je pensais sur Miles Bridges, sur l'extra sportif, donc je vais pas revenir dessus. Et Théo nous a demandé de ne pas le faire. Et l'auditeur, encore une fois, hein, pas Théo, là. Théo nous a rien demandé. Non, moi, je censure, j'aurais coupé le chat tout de suite. Donc, je vais me concentrer que sur le sportif. Moi, je pense, par contre, autant je suis très négatif sur l'extra sportif, autant je pense que dans un bon contexte, ça peut être totalement un game changer. C'est-à-dire que on parlait d'Aaron Gordon, il peut avoir le même type d'impact qu'un Aaron Gordon, je trouve, parce qu'il fait énormément de choses. Il le fait peut-être pas bien dans le contexte de Charlotte, parce que c'est un peu tranquille. Il peut beaucoup scorer. Il a beaucoup d'opportunités. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, si ce n'est le meilleur joueur de l'équipe quand il n'y a pas la mélo, je trouve. Je pense que dans une équipe ambitieuse où il est role player et où on lui demande un peu ce que fait Aaron Gordon à Denver, je pense qu'il sera très très fort. Et Michigan State, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Il sait faire vraiment beaucoup de trucs sur le terrain quand il est dans l'état d'esprit ou dans le rôle, si on lui demande, évidemment, je pense. Et donc non, il n'est pas du tout grillé à mon avis. Et je pense même que ça peut sportivement, encore une fois, et pas extra sportivement, être une bonne pioche, notamment pour le contrat qu'évoquait Antoine, parce que cette saison, il touche 27, mais c'est dégressif. Il va toucher 25 la saison prochaine, 22 ensuite, et il est free agent en 2027-2028, donc à la fin 2027. Donc ce serait même pas un énorme risque. Il y a plein de feux verts là-dessus pour qu'une équipe tente à un moment, peut-être pendant l'intersaison, sur un trade. Il n'est pas vieux non plus. Si je dis pas de bêtises, il doit avoir 27 ans. Il est de 98, lui. 98, il va avoir 27, voilà. Non, sportivement, je pense que c'est une bonne pioche et que c'est l'un des joueurs à aller chercher pour bousculer un peu la hiérarchie d'une équipe qui est pas trop loin d'être contender, mais qui ne l'est pas encore. Je sais pas laquelle, je sais pas dans quelle disposition, quel trade faire, mais
je pense que sportivement, c'est un très très bon joueur et que c'est aussi pour ça que son retour a été souhaité et facilité par les Hornets. On passe à une question, la question suivante, question d'Erwan. Dès qu'un joueur français enchaîne 3 matchs à plus de 20 points en G-League, les commentateurs expliquent qu'il mérite de venir ou revenir en NBA. Je le prends pour moi. À chaque fois, en général, c'est ce que je fais. Par contre, quand Mac McClung fait 4 saisons de G-League à 22 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne avec un titre de MVP, son 3-peat au dunk contest est dénigré au motif qu'il ne serait pas un vrai joueur de basket. Selon vous, quel est le vrai niveau de cette G-League ? Est-ce une ligue professionnelle dont les meilleurs joueurs sont dignes de rejoindre la NBA ? Est-ce une ligue mineure de niveau régional en France dont les meilleurs joueurs peuvent rejoindre la NBA pour l'animation d'un temps mort ? On sent la petite ironie dans la question d'Erwan. C'est compliqué parce que c'est une ligue, en fait, c'est une ligue de développement. Ce qui veut dire qu'il y a des joueurs dont on attend de savoir s'ils peuvent faire rejoindre la NBA. Et il y a des joueurs qui sont là simplement pour que les matchs puissent se tenir, en fait. Parce que je pense pas que tous les joueurs de G-League aient la capacité ou potentiel. Et Mac McClung, que je trouve sympa, tu vois, par exemple, je suis pas sûr qu'il fasse partie des joueurs qui ont vraiment le potentiel pour pouvoir être des joueurs importants ou faire une carrière en NBA, en fait. Mais il faut bien qu'il y ait des joueurs dans cette ligue pour que les matchs puissent se tenir. Et je pense que c'est là où c'est dangereux parfois pour certains joueurs de rester trop longtemps en G-League. C'est qu'au bout d'un moment, à quoi tu sers en fait? À quoi ça te sert? À quoi tu sers? Et voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je vois la G-League, et je pense pas que autant parfois, tu vois, on va prendre Ousmane Dieng. Ousmane Dieng, c'est intéressant parce qu'il était très performant en G-League et il a un profil de joueur qui te laisse penser qu'effectivement ça peut être un joueur NBA. Je sais pas à quel degré, je sais pas si ça sera effectivement le cas. Alors bien sûr c'est un joueur NBA, mais on sait pas encore quelle sera sa carrière, mais il est suffisamment jeune pour que ça vaille le coup. À partir d'un moment, si tu es encore en G-League, c'est que ça sera plus pour toi, hein. C'est une ligue de développement, c'est pour les jeunes, quoi. Donc au bout d'un moment, si vraiment tu veux être sportif professionnel et continuer à gagner ta vie, est-ce que c'est vraiment la meilleure option pour toi de rester là? J'en suis pas certain. Ouais, moi j'ai du mal à jauger le niveau, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai même du mal à jauger l'intérêt de la J-League. Je vais aller jusque-là. Même s'il y a des franchises qui s'en servent bien. On voit le Thunder notamment, pour le coup, je rebondis sur Ousmane Dieng. On a même pris leur coach là-bas. Hein, donc, Ouais, il y a des coachs, il y a Spurs, des joueurs, il y a Nick Nurse aussi, tu vois, sort de J-League. Il y a des mecs qui, en fait, donc il y a forcément du talent qui sort de J-League d'une manière ou d'une autre, que ce soit via des coachs, via des joueurs. Les Rockets sont aussi beaucoup expérimentés à une époque dans leur équipe de J-League, en prenant énormément de 3 points. C'est fou parce qu'à l'époque, ça passait par une révolution. Les Rockets en J-League, ils prenaient 50 tentatives à 3 points. On se disait, mais c'est dingue. Je pense qu'à ce moment-là, l'équipe qui en prenait le plus en NBA, elle en prenait peut-être 35. Et eux, ils en prenaient 15 de plus. Et on se disait que c'est fou. Et aujourd'hui, 50, bah, quelque part, c'est ce que font les Celtics chaque soir, tu vois. Donc Ouais. ça peut servir d'expérimentation. Mais du coup, ça donne une ligue très bizarre. Je rejoins Théo. En fait, il y a trop d'agendas. J'ai l'impression que c'est une ligue avec plus d'individus que de vrais projets, quoi. C'est des projets individuels qui sont amassés les uns sur les autres, un ou deux laboratoires pour certaines équipes, mais je pense que le niveau de la ligue est assez faible. J'ai dit ça de manière, je juge sans vraiment regarder les matchs de J-League évidemment, mais j'ai même du mal à voir son intérêt. D'ailleurs, la NBA a commencé à réfléchir à l'intérêt de cette ligue aussi. Notamment maintenant que le J-League Ignite aussi va disparaître ou a disparu, je ne sais même plus où est-ce qu'on en est. Ouais, ça y est. A disparu, ouais. Ils vont avoir du mal à relancer l'intérêt de ces ligues-là, et les ligues mineures sont amenées à disparaître d'une manière ou d'une autre. Donc je ne sais même pas combien de temps elle va durer si la NBA lui retrouve pas un autre intérêt. Le côté laboratoire est pas inintéressant quand certaines équipes s'en servent bien, ou laboratoire ou presque centre de formation quelque part. Quand tu as des équipes qui ont drafté beaucoup de jeunes sur des années et qui les mettent là dans un premier temps, il y en a qui en sortent vraiment très très bien. OKC, c'est un bon exemple. Et Marc Daigneault, je crois qu'il a coaché 4 ou 5 ans avec OKC Blue avant de postuler pour la NBA. Donc ça, quelque part, ça peut être ça, mais effectivement, tout le monde
ne s'en sert pas de cette manière-là, je pense. Mais t'as raison, moi, je pense que c'est intéressant pour les équipes qui savent s'en servir, comme les Spurs qui ont été précurseurs là-dedans. C'est Yann Mahami qui nous en parlait dans l'interview c'était notre rédacteur en chef exceptionnel du numéro Spurs. Lui, il est passé par la G-League et son coach en G-League, c'était Quinn Snyder. Et voilà, il racontait que dans l'équipe des Toros jouait avec les mêmes systèmes que ceux des Spurs, que les choses qu'on lui demandait de faire en G-League, c'était directement lié à ce qu'on lui demanderait. Alors, il était beaucoup plus responsabilisé. Je me demande s'il n'a pas été MVP même de G-League aussi, Yann Mahami. Mais en tout cas, on lui faisait travailler des choses dans l'idée de faire en sorte que ça soit ensuite transposable à ce qu'il ferait dans son équipe avec les Spurs le moment où il serait appelé. Donc pour ces équipes-là, c'est vraiment intéressant en fait. C'est vraiment intéressant parce que ça te permet de donner des minutes à des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, d'être sur le terrain, de se responsabiliser, de prendre des automatismes. Et ça permet aussi, ce que tu l'as dit, de tester des coachs, des assistants coachs, de tester des projets de système ou de philosophie de jeu. Donc, dans ce cadre-là, c'est intéressant. Si c'est juste, imaginez que c'est un championnat et que c'est important d'être champion de G-League ou que c'est important juste de faire des stats purs et de mettre 35 points, là, c'est autre chose. Je pense qu'effectivement, si c'est ça la manière dont tu vois cette ligue-là, c'est pas efficace. je vous propose, messieurs, de finir sur un petit start bench cut que nous propose Souleymane, enfin plusieurs start bench cut que nous propose Souleymane, avec le premier, 3 vidéos que vous voulez absolument, enfin que vous voudriez absolument voir. Celle du fameux plus grand match que personne n'a vu de Team USA à Monaco en 92, celle de la préparation des enveloppes de draft en 1985, celle des caméras de surveillance de l'hôtel où Michael Jordan s'est fait livrer les fameuses pizzas avant le flu game. Qu'est-ce que vous aimeriez le plus voir si on vous dit c'est des choses qui existent et vous pouvez en consulter une, en mode start bench cut évidemment. Moi, c'est dans l'ordre que tu as donné là. Le match de Monaco, les enveloppes pour la draft, là, pour savoir si elles avaient été mises au frigo, si elles étaient lestées, tout ça. Et celle de Jordan, ça me passionne pas plus que ça, mais c'est dans cet ordre-là pour moi. Exactement pareil. Le match m'intrigue. Le match m'intrigue beaucoup. Au passage. Ouais, pour voir si c'est raconté comme dans le bouquin sur la Dream Team qui est top. J'aimerais bien voir si c'est vraiment ça ou si c'est un peu survendu. En même temps, j'aurais peur d'être déçu et de me dire c'était que ça, c'était pas si fou. En fait, ils en ont rajouté 3 caisses. En tout cas, dans cet ordre-là aussi. 3 what Attends, je serais très tenté, dans le même ordre d'idée, de rajouter la séance d'entraînement de Jimmy Butler avec les Timberwolves. Moi, maintenant, je suis sûr. Ah ouais, mais t'as entendu. Après, je crois Jeff Teague sur parole. Exactement, j'allais dire. Je crois Jeff Teague. Ah ouais, il est phénoménal son récit, c'est fantastique. Mais tu vois, du coup, Jeff Teague, et c'est ça que j'aime bien, c'est quand Jeff Teague raconte une histoire, c'est qu'à la fois il sait vachement bien le raconter, le romancer, et en même temps tu comprends que c'est pas non plus au début ce qui a été présenté, genre c'est pas tout l'entraînement, il est arrivé, il a mis la misère à tout le monde, non, il a fait qu'un scrimmage, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et après il est parti faire l'interview avec Rachel Nichols. Il joue en 16, quoi. Tu vois. Donc il a pas marqué le moindre panier. Il en a mis un, je crois. Il prend un tir. Non, 0. Il a fait que des passes. Ouais. C'est marrant, je l'ai regardé ce matin parce qu'il y a un trade sur X qui est Jeff Teague est le meilleur raconteur d'histoire de toute la NBA. J'avoue, au début, j'avais du mal parce que je comprenais pas la moitié de ce qu'il racontait. Il parlait trop vite et tout en argot. Et en fait, c'est super drôle. Et il est très caché. Et il est pas. Il est très bon. Il est dans l'autodérision en plus. Il se prend pas au sérieux. Donc c'est. Et souvent, en fait, tu te rends compte qu'il y a les images derrière. Tu vois, parce que des fois, tu es tenté de te dire, il ment. Mais en fait, non, parce que plein de fois, il y a l'image derrière et tu vois que ça se passe vraiment. Et c'est là que tu dis, non, il est incroyable. Et jamais j'aurais deviné que c'était ce mec-là. Jamais. C'est ce que j'allais dire. Il était tellement imperturbable sur un terrain et son jeu même était tellement relou. Enfin, il y avait rien de flashy, quoi. Jamais j'aurais imaginé qu'il était marrant comme ça, quoi. En tout cas, allez voir le thread sur X, c'est assez marrant. Tous les récits de Jeff Teague, c'est très très drôle. 3 what if que vous auriez aimé voir. 1. Le tir de KD qui fait 3 points pour éliminer les Bucks en 2021. 2. Meta World Peace qui reste Peace. Malice at the Palace n'existe pas et les Pacers jouent le reste de la saison au complet. 3. Des finales Bulls Rockets avec Jordan versus Hakeem the Dream en 94 ou 95. Moi, je vais cut KD. Je pense que toi aussi, Théo. Ouais. Et allez, je vais commencer. C'est plus d'époque pour moi de dire les Pacers. Sur lesquels en plus j'ai fait un grand papier MOOC. C'était quel MOOC, Théo? Tu sauras mieux que moi. Loser.
dans le numéro 13. Ouais. Loser, ouais. Mais je vais quand même start je l'aurais pas vu en direct, mais après coup, ça m'aurait très intéressé de savoir ce que ça aurait donné un Bulls Rockets. Donc je vais start ça et je vais bench les Pacers, qui je pense sera allé au moins en finale NBA. Petite finale Spurs Pacers aurait été assez incroyable. Bah écoute, j'ai tout comme toi. Le face-à-face Hakim Jordan, vraiment, c'est le truc. Enfin voilà, c'est le premier peut-être what if ou truc. Si on me disait qui tu voudrais voir en opposition, j'aurais adoré voir ça. Et comme toi, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais les Pacers étaient mes favoris pour aller en finale à l'Est cette saison-là, donc je pense qu'ils auraient fait une énorme saison. 3 trash talkers pour rendre fou. Start bench cut. Larry Bird, Gary Payton, Kevin Garnett. C'est de l'affect. Hein, vous êtes... Trash talker pour rendre fou qui pour rendre fou l'adversaire. Si vous devez absolument rendre fou un adversaire, est-ce que vous choisissez Larry Bird, Gary Payton ou Kevin Garnett? Moi, j'aurais mis dans cet ordre-là. Donc, j'aurais starté Bird parce qu'en fait, c'était pas parler en non-stop. C'est vraiment la punchline qui tue, quoi. Sorti au bon moment. Donc, j'aurais mis Bird en premier, Payton en deuxième. Mais Garnett, je pense que... Surcoté en tant que trash talker, Garnett, je pense. Ouais, je pense qu'il y a des joueurs qui devaient juste l'ignorer, tout simplement, quoi. Exactement. Donc, en fait, il est tellement fou. Pierce, il racontait des trucs encore il n'y a pas longtemps, là. En fait, sur l'aspect rendre fou, moi, je pense qu'il m'aurait vraiment rendu fou, voire violent, en fait. Tellement il disait des trucs dans n'importe quel sens. Il parle de ta famille. Si les trucs qu'il aurait supposément dit à Duncan, Carmelo et tout sont vrais, ça rend fou et ça a fait sortir les mecs de... Enfin, Melo, il voulait le cogner à la sortie du truc. Oui, mais ça l'a pas fait sortir de son match. Il voulait le taper après. Et Duncan aussi, tu vois. Duncan l'a complètement ignoré. C'est un bon trash talker. C'est un trash talker fou, en fait. Ouais. Mais je pense qu'il est un peu surcoté, moi, en tant que trash talking Garnett, si je peux me permettre. Parce que ces moments d'intensité, alors c'est peut-être pas le cas, mais ça semblait tellement surjoué que moi, je pense que ça m'aurait fait rire, en fait. Enfin, je dis ça, c'est facile, hein. Je vois ça de mon canapé. Si j'avais un mec de sa taille qui faisait ces trucs-là, je dis pas que j'aurais fait le malin. Mais limite, je trouvais ça un peu ridicule, quoi, parfois. Alors que voilà, Bird et Payton, le mec qui te trash talk comme Payton, en souriant, qui te vole le ballon et tout, là, c'est vraiment... Moi, ça m'aurait fait dévisser plus vite, je pense. Pareil, après c'est très simple de ma position. Moi j'aurais mis le même ordre que toi. J'ai Bird en 1, la punchline exactement la même justification. Payton en plus il te hurle dessus un petit peu et tout. Bon après Garnett hurle aussi, mais je sais pas. C'est pareil, c'est facile depuis ma position de dire ça, mais j'ai l'impression que Garnett c'est exactement ce que tu as dit, Shai. En fait il passe juste pour un fou, voire pour un mec genre en mode. À un moment tu le calcules plus parce que tu dis il est chelou ce type en fait. Il est juste chelou, tu vois. Ouais. Et à moins d'être chelou toi-même, mais c'est mon analyse, ma psychanalyse de comptoir, me dire à moins d'être chelou toi-même, et là dans ce cas-là, tu veux vraiment montrer lequel de vous deux est le plus chelou, tu vois, tu te dis juste, tu l'ignores en fait. Tu t'es là, ouais. Imagine un autre niveau. Tu reprends ces mecs-là, et ça vient dans ton championnat, dans tes matchs. En fait, un mec comme Garnett, moi je pense qu'il me perturbe pas, parce que très vite je me dis, il est juste bizarre, quoi. Je vais reprendre la même phrase. Moi, Garnett, franchement, parce que tu parles à notre niveau, là, ça m'aurait plus saoulé de jouer avec que contre. Oui. Parce que ça m'a déjà fait dévisser, en fait, des coéquipiers. Tu te dis, mais arrête un peu, tu sais, c'est... À quoi tu joues, quoi? Concentre-toi sur le fait de jouer au lieu d'essayer de rentrer dans le cerveau. J'ai eu un coéquipier comme ça. Lui, il cherchait tout le temps à rentrer dans le cerveau des autres, et c'était en même temps le mec dont c'était le plus facile de rentrer dans le propre cerveau. Donc franchement, je vous le dis, une fois, je lui ai dit, écoute, c'est simple. Si ça part en bagarre générale à cause de toi, tu te démerdes. Moi, je vais prendre ma douche. J'en ai rien à foutre. Tu te démerdes parce que je t'ai vu trop de fois essayer d'engrainer des gars, etc. Et ça n'a pas de sens. Donc moi, je pense que ça m'aurait vraiment saoulé de jouer avec... Alors, je dis pas, hein, bien sûr, que ses coéquipiers l'adorent et que quand tu peux avoir un défenseur comme toi derrière toi, c'est mortel. Mais moi, ça m'aurait saoulé de ouf, en fait. Donc, moi aussi, je mets Bird en premier parce que c'est le côté inévitabilité de ce qui t'annonce. Alors, il y a tellement d'histoires. Je vais shooter main gauche, machin. Vous avez mis un blanc sur moi pour défendre. Bon, il va prendre 40 points dans la gueule. Tout avec un calme, jamais d'agressivité. Enfin, bref, c'est pour ça que je le mets en 1. Et après, moi, je pense que le côté fou de Garnett m'aurait perturbé un peu. Je suis déjà tombé sur des fous au foot. Mais bon, après, ils disent des trucs vraiment chauds, hein, tu vois, genre je vais te tuer et tout, tu vois, des trucs, bon, voilà, c'est possible. Garnett, je sais pas, moi, j'aime pas les fous, ils me mettent mal à l'aise. Garnett, il me mettait mal à l'aise comme joueur, donc j'ai du mal à l'apprécier, en fait.
Mais après coup, quand tu regardes, il était fantastique, hein, mais voilà, j'ai du mal à l'apprécier. Start bench cut suivant, le prime de joueurs selon vos préférences. Qui a le meilleur prime en start bench cut? Kobe de 2006 à 2010, LeBron de 2012 à 2018 et Jokic de 2021 à actuellement. Ça fait écho un peu à la question qu'on avait évoquée très récemment. Donc je vous les redonne si vous voulez. Kobe 2006-2010, LeBron 2012-2018, Jokic 2021. Tu veux que je réponde en premier, Théo? Moi, je sais ce que je mets. Moi, je mets LeBron. Je mets le prime de LeBron. Il est trop pour moi, mais celui de Jokic est sous-coté. Le prime de Jokic est sous-coté. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on est en train de voir. Après, j'ai l'impression que LeBron, c'était vraiment trop monstrueux. En plus, vraiment, il a dit il a ciblé la bonne période. 2012-2018, c'est vraiment trop monstrueux. J'ai l'impression que tu pouvais le mettre avec un cintre, un stepper et 3 cartons. Il allait en finale NBA. Franchement, sans exagérer, c'était assez incroyable. Donc ouais, j'ai quand même du love pour le prime de LeBron. En plus, le pire, c'est qu'à cette époque, je détestais LeBron. Donc vraiment, je kiffais pas, mais c'est trop fort. Et Jokic, c'est monstrueux. Et le prime de Kobe est coupé parce que ces deux gars-là, sur leur apogée, sont trop forts en fait. LeBron et Jokic, c'est beaucoup trop fort. Je vais dire comme toi en fait, Antoine. Je vais dire comme toi. Je pense également que le prime de LeBron. Mais bon, après, il me faudrait 10 ans d'analyse pour mettre le doigt sur le truc. Mais je pense que le prime de LeBron est au-dessus du prime de Jokic malgré tout. Mais tu vois, si c'était sur ma sensibilité personnelle, ce que je préfère voir, Jokic, c'est un des joueurs que je préfère voir de tous les joueurs de basket que j'ai vus. C'est voilà. Donc, si c'est sur ma préférence personnelle, le prime de quel joueur j'ai le plus kiffé, en fait, juste en tant que spectateur, je mets Jokic. Si c'est sur des données, savoir lequel a été le meilleur, je pense aussi que je mets LeBron. Bah c'est ça, hein, ce qu'il dit selon vos préférences, donc du coup, moi je vais mettre du coup, sur la préférence, je mets Jokic parce que LeBron, je le voyais aussi comme un antagoniste un peu. Sur le niveau pur et dur, je le mettrais premier certainement, mais sur la préférence, Jokic, puis ensuite, avec Kobe, c'est la période où j'ai commencé à le réapprécier, 2006-2010. Ouais, alors LeBron était le plus fort pour moi de ces trois-là dans son prime, mais je le mettrais dernier pour l'appréciation parce que il a aussi battu des équipes que j'aimais bien, donc voilà pour mon ordre personnel. Juste, je vais être très provocateur avec les fans de Kobe. Alors que pour le coup, moi, j'ai bien aimé Kobe, notamment comme toi à cette période-là. J'ai pas aimé les Lakers, mais j'ai bien aimé Kobe, alors que LeBron, j'appréciais pas du tout. Mais si LeBron avait eu l'équipe, tu sais, Kobe, il emmène quand même son équipe. Alors, il rate les playoffs certaines années. Il a eu l'équipe moche, hein. Chris Mim, Smoosh Parker, etc. Et il y a une année avec la Odom avant Pau Gasol, pardon. Et je crois qu'ils vont en demi-finale de conf et ils perdent contre les Suns ou ils perdent au premier tour contre les Suns, je me souviens plus trop. Et LeBron, cette équipe-là, il l'a amené en finale, hein, je vous le dis très sincèrement. LeBron il emmenait cette équipe en finale, j'en suis absolument convaincu. Alors, on ne saura évidemment jamais, mais je suis persuadé qu'il emmenait ces gars-là en finale, tu vois. Ouais, bon, pardon, c'était une petite parenthèse sur Kobe. Heureusement qu'il y a eu Shaq et qu'il y a eu Pau Gasol après quand même. Mais comme vous, je pense que sur Jokic et LeBron, et c'est fou, hein, après, encore une fois, il y a aussi la durée du prime. C'est-à-dire que la durée du prime de LeBron, c'est énorme, en fait. C'est monstrueux, donc il faudra voir ça. Mais à l'instant T, c'est vraiment... ouais, enfin, on a déjà parlé, je vais pas remettre une couche, mais je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que Jokic fait, ça n'a pas de sens. Allez, il en reste 3 petits. 3 finales NBA selon vos préférences. Lesquelles vous avez préférées en start bench cut? Cavs Warriors 2016, Spurs Heat 2013, Bulls Suns 93. Alors moi j'ai un premier tout de suite, mais c'est derrière, c'est... Moi, Bulls Suns 93, c'est l'une des finales NBA qui m'a le plus régalé. Et j'avais regardé pendant le Covid, là, j'avais re-regardé des matchs et j'avais repris un plaisir énorme, même en connaissant le résultat. J'avais été étonné notamment de l'intensité défensive complètement folle. Derrière, alors c'est quelle année pour le Cavs Warriors? 2016, celui où les Cavs remontent le 3-1. Et le dernier, pardon, c'était... Spurs Heat 2013, 4-3 avec le tir de Ray Allen. Est-ce que des victoires de LeBron là derrière? Putain, c'est dur. Ouais, c'est dur. Non, je vais peut-être prendre les Warriors, enfin Warriors Cavs. Je vais prendre celle-là en deuxième.
Moi, je vais prendre en premier le Heat Spurs de 2013. Même si l'issue de cette finale m'a dégoûté, mais la finale m'a beaucoup marqué. C'est vraiment une finale de dingue d'ailleurs, Ouais, avec c'est clair. le shoot de Danny Green. Il n'y a aucune équipe qui prend vraiment longuement un avantage en fait. Si, quand les Spurs peuvent se retrouver à gagner 4-2, mais tu vois, ça se répondait de match en match. Je me souviens du geste de Tim Duncan. Je crois que c'est dans le Game 7, oui, pardon, c'est pas je crois, je suis sûr, c'est dans le Game 7. Il rate un petit hook Ouais. qu'il a mis 1 million de fois dans sa vie. Et tu sais, ils n'ont pas encore perdu à ce moment-là, mais ils tapent le sol parce qu'ils savent déjà qu'ils ont perdu, en fait. C'est triste. Ils tapent le sol vénère, tu vois, et genre, tu sens toute la douleur du truc. Et derrière, il y a le tir de LeBron James sur Kawhi Leonard où il nous sort cette côte toute pourrie où il dit, ouais, c'était un moment LG. Mais vas-y, casse-toi là. Mais bon, bref, LeBron, c'était vraiment sa finale. Il y a le tir d'Amandre Allen. Je suis quasiment convaincu, je me souviens, mais j'arrive pas à le trouver sur des photos, que la NBA avait déjà sorti le trophée Oui, bien pour sûr. les Spurs au moment. Ouais, je me souviens l'avoir vu en direct. Sur les matchs à domicile où il peut y avoir finish, il y a le trophée. Mais, Ouais. mais je sais pas si c'est à domicile. Quand Ray Allen il met le titre, il met le tir, c'est à Miami, je crois. Je sais plus, mais je suis quasiment, et j'arrive pas à le retrouver sur les images, mais moi, de mémoire, peut-être que mon cerveau me joue des tours, mais il me semblait qu'ils avaient déjà commencé à sortir le trophée. J'ai pas réussi à le rechercher. Je l'ai recherché plusieurs fois sur Google Images, j'ai pas retrouvé. Il y a tout ça. Donc moi, cette finale m'a beaucoup marqué. La Suns Bulls, évidemment, je l'ai pas vue en direct, mais c'est une finale que moi j'ai regardée sur YouTube pour le coup, et celle-là, je l'adore aussi. Je vais la bench. Peut-être que si je l'avais vue en direct, je le restart. J'adore cette finale, je la conseille. Vraiment très intéressante à regarder. Cette équipe des Suns, c'est ultra vibrante. Je connaissais pas Kevin Johnson, mais Kevin Johnson me fait kiffer sur cette finale. Charles Barkley, évidemment. Il y a plein de trucs. Et je vais cut la Warriors Cavs, qui bizarrement m'a pas emballé plus que ça, mais c'est peut-être l'époque, l'année. C'est pas je l'ai évidemment suivi, mais je sais pas comment dire. Je comprends que ça soit une finale de référence pour beaucoup de gens qui ont commencé à suivre le basket, par exemple en 2010 ou après. Mais si tu as commencé je sais pas, malgré le scénario qui est purement unique et historique à l'échelle de la NBA, c'est pas la finale qui me marque le plus. Moi, je crois que c'est parce que je voulais que les Warriors gagnent. donc, j'ai du mal à la mettre dans mes préférés, mais elle est très marquante quand même. Vu que c'est selon vos préférences, alors je ne l'ai pas vu en direct non plus. Hein. J'étais trop petit. J'ai commencé à suivre peu de temps après, mais j'ai revu un paquet de fois la Bulls Suns, c'est celle que je préfère regarder historiquement. Donc je la start. Ensuite, les souvenirs assez vifs du Spurs Heat que je bench et Cavs Warriors en cut aussi. Il en reste 2. 3 teams USA, toujours selon vos préférences. Avengers 2024, Redeem Team 2008, Dream Team 1992. Moi, c'est assez simple. Je vais mettre Dream Team, Redeem Team, et puis je vais couper les Avengers. Pareil, dans l'ordre chronologique, les Avengers, c'est même surfait. C'est l'époque Netflix. C'est pour. On n'oubliera jamais que les gars, ils sont pas passés loin de sortir dès les demi-finales. Ils auraient eu l'air bien cons pour leur documentaire au passage. Ils l'auraient pas sorti, sinon on n'aurait même pas eu connaissance. Je pense qu'on n'aurait même pas eu les images. On aurait eu le droit à un extrait volé qui serait posté dans le vestiaire après la défaite contre la Serbie. Mais bon, ils ont gagné, on peut pas leur enlever. La Redeem Team, elle était sympa quand même sur le papier. LeBron à KD. Superbe finale au passage. Wade. Ouais, c'était. Kobe. Ils sont pas passés loin eux aussi. Hein. Pardon. C'est ce que j'allais dire, parce que la Redeem Team, c'est pas uniquement pour l'équipe, c'est aussi pour la finale en fait, la qualité de la finale. Donc c'est pour eux et parce que en face, l'Espagne fait un match extraordinaire et que le match il est fou quoi. Enfin. Ouais. Jason Kidd, LeBron James, Deron Williams, Michael Redd, Dwayne Wade, Kobe Bryant, Dwight Howard, Chris Bosh, Chris Paul, Tayshaun Prince, Carmelo Anthony et le grand et unique Carlos Boozer. C'est là que tu vois que la Dream Team, c'est fou en fait. Ouais. Parce que tu regardes les noms, bien sûr que si tu prends les 7-8 premiers, tu vois, et encore 7-8, je vais plutôt dire les 6 premiers, alors que derrière la Dream Team, ça va au-delà en fait. C'est vraiment. Ça va jusqu'à 11, c'est de 1 à 11. C'est ça, à part Christian Leitner. C'est complètement fou. Hein. Pareil que vous pour moi, un start bench cut dans cet ordre-là. Et enfin, avant de se quitter, 3 runs de playoffs selon vos préférences. Kawhi 2019, Giannis 2021, Dirk Nowitzki 2011. Moi, je vais faire Dirk Nowitzki
pour le kiff, parce que franchement, en plus, il avait un côté, je l'avais jamais vu vénère comme ça, tu vois. Ouais, oui. Tu sais, c'est un mec cool et c'est un battant, mais il avait un côté déterminé que j'avais rarement vu. Donc, je vais mettre Dirk, je vais mettre Giannis parce que c'est quand même ce qu'il fait là en finale NBA. En finale NBA, c'est sûr, je me rappelle plus si c'est déjà en finale de conférence ou pas. Je crois qu'il y a que Shaq que j'ai vu ça en fait. Que j'ai vu faire ça, une domination physique comme ça, En étant à la blessé. volonté. Il était un peu blessé en plus. Ouais, Hyper extension du genou. ouais, c'est ça. C'est un truc qui n'a pas de sens. Donc, ouais, je prends Dirk, Giannis et je vais couper Kawhi. Moi, je mets Dirk en 1 aussi, nettement. Et après, peut-être que je mets quand même Kawhi parce que c'est. Ouais, ça fait un peu parenthèse enchantée. Il n'y a rien qui. Tout leur réussit. Et ce panier incroyable, le panier qu'il met. Une Et puis, œuvre d'art, une œuvre d'art contre les Sixers. Donc je mettrais peut-être ça sans manquer de respect du tout au run de Giannis qui était phénoménal et très mérité pour lui. Voilà, donc pour moi c'est cet ordre-là. Voilà les gars pour cette semaine. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Antoine, il n'a pas donné le tien. Je me suis octroyé la parole, je suis désolé. T'as bien fait. On peut pas savoir la vie d'Antoine. Vas-y, on coupe. Non, moi je mets Dirk aussi, sans hésitation. Et par contre, c'est comme ça, et j'ai du mal sur le deuxième, tu vois. J'ai du mal sur le deuxième, presque envie de les mettre ex aequo. C'est super dur de départager Giannis et Kawhi sur le deuxième. Et je continue de penser que Kawhi il gagne jamais si les Warriors ils sont pas blessés, tu vois. Et peut-être que juste pour ça, je vais honteusement mettre Giannis. Mais je suis d'accord avec Shai sur le côté très œuvre d'art de la campagne de Kawhi qui est phénoménal. Il est le meilleur joueur du monde et le panier est fou, le panier contre les Sixers. Et je vais mettre Giannis aussi un peu à l'affectif, même si j'ai toujours été aussi un partisan de Kawhi personnellement. Voilà, maintenant qu'on a eu l'avis d'Antoine, on peut rendre l'antenne. Yes, bah merci à tous pour les questions. Ça fait plaisir. C'est un CQFR que nous aussi on trouve très cool pour le coup de répondre à vos questions. Ça nous intéresse toujours de voir vers quoi vous allez nous amener. Et on se retrouvera samedi prochain pour une nouvelle séance de questions. Demain, le Hoop Culture. Lundi, le CQFR du week-end. Prenez soin de vous. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. 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 Is out there, and it's either play or get played.